mon beau-père m'a fait arrêter à mon mariage. Ce misérable ne voulait que notre argent. Il ne savait pas que j'étais l'investisseur caché qui avait sauvé son entreprise de la faillite. Je suis revenu comme son patron. Je l'ai viré devant sa fille. Elle a choisi de partir avec le pauvre. J'étais debout devant l'autel, transpirant comme si mon costume me cuisait de l'intérieur. 60 personnes me regardaient. Ma mère, au premier rang, portait cette robe que je lui avais achetée pour l'occasion, les yeux brillants de fierté. Elle avait voyagé 12 heures en bus depuis la campagne juste pour me voir, pour que je me marie bien, comme elle disait. 3 ans à travailler comme une bête pour prouver à cette famille que je méritais d'être là. Et là, j'étais, debout devant l'autel, sur le point d'y arriver. Ma fiancée commença à marcher au bras de son père et tout le monde se leva. Elle était radieuse dans cette robe blanche. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. Avant la cérémonie, sa meilleure amie Maria m'avait serré dans ses bras longuement. Trop longuement. Sois très heureux, me dit-elle avec un sourire que je n'avais pas tout à fait compris. Elle me réajusta le revers de ma veste à 2 mains et s'en alla. Je n'y prêtais pas attention. Le prêtre ouvrit le livre. Si quelqu'un a une raison de s'opposer à cette union. Mon beau-père lâcha le bras de sa fille avant même que la phrase ne soit terminée. Je m'y oppose. 60 têtes tournèrent comme si quelqu'un avait tiré un coup de feu. Ma mère resta pétrifiée. Ma fiancée le regarda horrifiée. Papa, qu'est-ce que tu dis? Il l'ignora complètement. Il s'approcha de moi avec ce calme qui glace le sang et plongea la main dans la poche de ma veste. Je restai paralysé tandis qu'il en sortait une montre que je n'avais jamais vue de ma vie. Patek Philippe. De l'or brillant sous les lumières de l'église. Cette montre a disparu de mon bureau il y a 2 semaines. Montant manquait, $000 dans original. Il la leva pour que tout le monde la voie. Le sang pauvre remonte toujours à la surface. Des flashs de téléphone portable explosèrent de toutes parts. Ma mère porta les mains à sa bouche. Les portes de l'église s'ouvrirent en grand et 2 policiers entrèrent, marchant droit vers moi. Ils attendaient dehors. Chaque seconde de cela avait été planifiée. Ma fiancée courut vers moi en criant que c'était un mensonge, que son père mentait. Il l'arrêta par le bras. Durement. Si tu pars avec lui, tu es morte pour moi. Elle le regarda avec une haine que je ne lui avais jamais vue. Alors je suis morte. Le froid du métal des menottes sur mes poignets devant ma mère, devant 60 invités qui filmaient avec leur téléphone portable. Ils me traînèrent vers la voiture de police et elle marcha avec moi. À mi-chemin, elle s'arrêta. Elle porta la main à son ventre. J'ai mal. La robe blanche s'épanouissait en rouge tandis qu'elle tombait sur le pavé. La tâche s'étendait trop vite. J'essayais de la soutenir avec mes mains menottées, mais je ne pouvais pas. Mon beau-père courut en criant « Ma fille ». Mais quand j'essayais de m'approcher, il me poussa. C'est toi qui lui as fait ça, officier, emmenez-le tout de suite. Tandis qu'on me faisait entrer dans la voiture de police, il se pencha à mon oreille. Si elle perd le bébé, ce sera de ta faute. Souviens-toi en chaque nuit dans ta cellule. Je regardais par la fenêtre arrière, la tache de sang sur le pavé, ma mère en pleurs et lui, debout au milieu de la rue, les mains dans les poches, souriant. Ce matin-là, alors que j'ajustais ma cravate, ma mère m'avait dit, « Mon fils, il y a 2 types de personnes dans ce monde, ceux qui se laissent piétiner et ceux qui se relèvent. » Je ne l'avais pas écouté, mais tandis que je voyais ce sourire s'éloigner par la fenêtre arrière d'une voiture de police, quelque chose changea. Quelque chose s'endurcit en moi comme du ciment froid. Il verrait bien qui était le pauvre. 12 heures dans une cellule qui empestait l'urine et le désespoir. Je perdis la notion du temps. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la même chose, la robe blanche s'épanouissant en rouge. Sa main tendue vers moi tandis que les portes de l'ambulance se refermaient. Un vieux prisonnier me regarda du coin. Première fois, hein, dit-il. Tu as l'air que le monde vient de te cracher dessus. Je ne répondis pas. Je n'avais même pas la force pour ça. Je ne pensais qu'à une chose, encore et encore. Sera-t-elle vivante? Le lendemain matin, la grille s'ouvrit avec un coup sec. Vous pouvez partir. Je restai assis une seconde, attendant qu'il dise autre chose. Il ne le fit pas. Je marchais dehors comme si je pouvais encore me réveiller dans la cellule.
Ma cousine était là avec son téléphone portable à la main, tremblant de rage et de soulagement à la fois. J'ai trouvé le reçu de la montre quand je suis allé chercher tes affaires, dit-elle sans saluer. Je l'ai publié sur Instagram. Elle me montra l'écran. Le reçu Patek Philippe, numéro de série identique à la montre qu'ils avaient sortie de ma poche. Acheté il y a un mois par mon beau-père. C'est lui-même qui l'avait acheté, l'avait gardé sur son bureau quelques semaines, puis avait signalé le vol. Son ami, le commissaire, avait envoyé les officiers sans enquêter. 30 000 partages en quelques heures. L'affaire est tombée ce matin, ajouta-t-elle. Ils t'ont relâché grâce à ça. J'acquiesçai, mais ne ressentis aucun soulagement. Quelque chose continuait de me serrer la poitrine. Depuis que mon beau-père m'avait viré de son entreprise, je travaillais depuis un an comme consultant indépendant. Rien de fixe, des factures irrégulières, juste de quoi survivre. Alors elle me regarda différemment. Elle est à l'hôpital, dit-elle. Mémorial privé, prééclampsie sévère. 7 mois de grossesse. Je courus à l'hôpital sans hésiter. L'air me brûlait les poumons quand j'arrivai à la réception. Je viens voir ma fiancée. La réceptionniste écrivit mon nom, regarda l'écran et fronça les sourcils. Elle hésita avant de parler. Votre nom est sur la liste des personnes interdites. Son père a déposé une demande d'ordonnance restrictive d'urgence, accusation d'abus psychologique. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. J'essayai de lui expliquer qu'elle était enceinte, que j'étais le père. Je lui demandai d'appeler un médecin, quelqu'un. Elle ne me regardait pas dans les yeux. 2 gardes étaient déjà derrière moi. Ils me prirent par les bras et me sortirent de force. Dehors, je restai immobile, ne sachant où aller. Je respirai profondément et levai les yeux presque sans y penser. 3e étage. Derrière les rideaux, je vis des ombres bouger. Elle était là et je ne pouvais pas l'atteindre. Je marchais sans but pendant des heures. L'hôpital était loin derrière, mais la sensation d'avoir heurté un mur ne me quittait pas. Et tandis que je marchais, quelque chose commença à se mettre en place dans ma tête. Pièce par pièce. Je me souvins de l'entreprise de mon beau-père au bord de la faillite 2 ans auparavant. Non seulement je lui avais prêté de l'argent, mais je m'y étais investi. J'avais travaillé comme si c'était la mienne, 2 ans sans salaire juste, car, je te paierai quand ça se stabilisera. J'avais tout réorganisé, trouvé les fuites, sauvé l'affaire de mes propres mains. Quand elle fut enfin stabilisée, il me renvoya, disant « Nous n'avons plus besoin de toi ». C'était déjà ça, mais la question de l'argent était bien pire, bien pire. Mon grand-père avait travaillé 30 ans dans les champs. Il mourut sans un sou, mais me laissa son terrain. Je le vendis pour 520 000 $ pour les donner à cet homme. 500 000 $ en prêt. Mon avocate me l'avait expliqué clairement ce jour-là. C'était un investissement convertible. S'il ne payait pas dans les 90 jours, je deviendrais associé majoritaire. 51% de l'entreprise semblait juste. Il sauvait son affaire. Je protégeais l'héritage de mon grand-père. Nous étions une famille. Je m'assis sur un banc et consultai mes mouvements bancaires depuis mon téléphone. Dernier paiement. C'était il y a 87 jours. 87, il me restait 3 jours. 3 jours pour que la clause s'active automatiquement et que je prenne le contrôle de son entreprise. Et alors tout s'emboîta. Le mariage saboté, la montre placée, les policiers qui attendaient dehors. Ce n'était pas de la haine de classe, ce n'était pas pour protéger sa fille, c'était de l'argent. Ce fut toujours une question d'argent. Cette nuit-là, mon téléphone sonna, numéro de mon beau-père. Je répondis sans rien dire. Vouliez-vous savoir comment elle va ? Sa voix était de la glace pure. Prééclampsie sévère. Pression 180/120. C'est une zone d'AVC. Je m'appuyai contre un mur pour ne pas tomber. L'hôpital l'a stabilisée avec le strict minimum, continua-t-il. Elle ne va pas mourir aujourd'hui. Il fit une pause. Il savait exactement quand se taire. Mais elle a besoin d'un périnatologue spécialisé. Médicaments importés. Surveillance fétale 24h24, 7J7. Sans cela, les chances du bébé tombent à moins de 40%. Avec le spécialiste, 95%. J'avalai ma salive. Alors paix, dis-je. C'est ta fille.
Il rit doucement. Bien sûr que je peux payer. J'ai le meilleur périnatologue du pays à portée de main. Il se tut de nouveau. Mais j'ai une condition. Demain, tu viens chez le notaire, tu signes l'annulation du prêt de 500 000 $ et tu signes un document où tu renonces à voir ma fille. Je paie tout, elle vit, tu disparais. Je sentis des nausées. Tu utilises la vie de ta fille pour m'extorquer. Je protège ma famille d'un opportuniste. Sa voix se durcit encore plus. Et si ça ne te plaît pas, je peux demander qu'on la transfère à l'hôpital général. L'unité de soins intensifs néonatal là-bas a un autre taux de survie. 48 heures. La ligne resta muette. Je restai à regarder le téléphone quelques secondes après qu'il eut raccroché. Si je signais, je perdais la clause. Je perdais le contrôle de l'entreprise, mais c'était la vie de mon enfant. J'appelai la banque. Prêt d'urgence refusé. Sans justificatif de revenu. Prêteur privé, sans garantie. 2 contacts du travail. J'ai lu pour l'arrestation. Je ne veux pas de problème. Personne. Alors je me souvins de quelque chose que j'aurais dû oublier. Quand je travaillais dans l'entreprise de mon beau-père, on m'avait donné accès au courrier corporatif. On ne me l'avait jamais retiré. J'allais à la bibliothèque publique, m'assis devant un vieil ordinateur et entrais dans le système. Le mot de passe avait changé, comme on pouvait s'y attendre. 2e tentative. Rien. 3e, l'anniversaire de ma fiancée à l'envers, comme il l'utilisait pour tout. Dernière tentative, avant le blocage. J'entrai. La première chose que je vis furent des factures de fournisseurs en Chine. Je les reconnus immédiatement. Je les avais moi-même auditées pendant la restructuration. Certaines n'existaient pas. Je suivis la trace de l'argent. Hong Kong, compte de transit, transfert qui ne menait nulle part. 2,3 millions de $ déplacés sur plusieurs années. Ça me fit mal au ventre. La crise que j'avais résolue avec mes 500 000 $ n'était pas un accident. Mon argent n'avait pas sauvé son entreprise, il avait couvert sa fraude. Je continuai à chercher un autre dossier. Virement mensuel, 5 000 $ à Maria Fernandez Consultor SA. Pendant 2 ans, 10 000 $. J'ouvris un autre fichier. Acte de propriété d'un appartement pour 10 000 $ payé avec les fonds de l'entreprise comme investissement en actifs. Le bénéficiaire était une société que je ne pus ouvrir. Fichier crypté. Je ne savais pas à qui était cet appartement ni qui se cachait derrière cette société de conseil fantôme. Mais quelque chose ne cadrait pas. Et avec cet homme, quand quelque chose ne cadre pas, c'est toujours pire que ce qu'on imagine. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait agir immédiatement. Ma belle-mère. Quand l'entreprise était en crise il y a 18 mois, elle avait besoin d'une opération urgente. Il avait dit qu'il n'y avait pas d'argent. J'avais contracté un prêt personnel de 40 000 $ et l'avais payé sans le dire à personne. Elle seule le savait. Je lui envoyai un message avec tout ce que j'avais. Les chiffres médicaux, la fraude, les virements, l'appartement. J'attendis. Rien. Je ne pouvais pas rester immobile. Dehors, devant l'hôpital, une jeune infirmière qui sortait de son service me reconnut. Elle hésita une seconde avant de parler. Elle me dit que ma fiancée s'était réveillée, qu'elle demandait après moi et que son père lui avait dit que je n'étais jamais venu, que je l'avais abandonné. Elle me donna 10 minutes. Changement de quart. Chambre 347. 3e étage. Je montai avec un uniforme de nettoyage et un masque. Mon cœur battait si fort que je sentais que ça allait se voir. Elle dormait, pâle. Les moniteurs émettaient de doux bips. Elle était vivante. Je ne pouvais pas la toucher, je ne pouvais pas la réveiller. Je laissai une lettre sous le verre d'eau sur la table de nuit et partis avant l'arrivée de la sécurité. Cette même nuit, je me rendis chez mon beau-père. Je n'avais pas de clé, pas de plan. Je grimpai par la fenêtre arrière qui donnait sur le patio. J'entrai en silence. Ma belle-mère était éveillée dans son lit, la jambe dans le plâtre. Elle prenait encore de puissants calmants pour l'opération. Quand elle me vit, elle ouvrit la bouche pour crier. « C'est moi, s'il vous plaît. » Je lui montrai tout. Les chiffres médicaux, la fraude, les virements mystérieux, l'appartement payé avec les fonds de l'entreprise. Elle ne parla pas pendant plusieurs minutes.
Les larmes coulaient sur son visage. 30 ans, murmura-t-elle. 30 ans à mentir. Je lui expliquai la clause, les 3 jours restants, ce que je perdais si je signais. Quand elle leva les yeux, quelque chose avait changé dans son regard. Mon compte personnel, dit-elle, celui que j'ai hérité de mon père. Il n'y a pas accès. Elle appela sa banque, ligne exécutive. Elle autorisa le virement, 30 000 $ à l'hôpital pour le périnatologue cette même nuit. Ne me remercie pas, ajouta-t-elle. C'est pour ma fille et pour les 40 000 $ que tu as payés quand mon mari a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Elle me regarda avec une nouvelle fermeté. Maintenant, pars et ne signe rien. Nous allons le détruire ensemble. Je sortis par où j'étais entré pour la première fois. En quelques jours, je sentis que j'avais l'avantage. J'avais des preuves. J'avais une alliée. Ma fiancée et mon enfant étaient en sécurité. Ce que je ne savais pas, c'est que mon beau-père avait des caméras partout dans la maison et qu'il venait de m'enregistrer entrant par la fenêtre à 2 heures du matin. Je me réveillai dans ma voiture à 10 heures du matin, mon téléphone sonnant. C'était ma cousine. La police vient de quitter ton appartement. Perquisition et extorsion. Ils ont une vidéo de toi entrant dans une maison hier soir. Ils sont en train de délivrer un mandat d'arrêt. Ne va pas à ton appartement. Je n'avais pas besoin qu'elle m'en explique davantage. Le beau-père avait sûrement vu le virement, vérifié les caméras et j'étais là, entrant par la fenêtre à 2 heures du matin. Je lui avais donné tout ce dont il avait besoin pour me détruire. Il devait sûrement rire aux éclats à ce moment-là. Je ne pouvais même plus retourner chercher mes affaires. Quand je m'approchai de mon appartement, j'aperçus les voitures de patrouille au coin de la rue. Je fis demi-tour et marchai rapidement vers le métro sans regarder derrière moi. J'avais besoin de savoir à quel point j'étais. J'appelai mon avocat depuis une cabine téléphonique. La vidéo est claire, me dit-il. Tu es entré à 2 heures du matin. Le virement est parti du compte d'une femme diminuée, sous forte médication. Son mari a un certificat médical valide. Qu'est-ce que ça signifie? Que sur le papier, tu as extorqué une personne vulnérable. 3 à 5 ans. Je m'assis sur un banc du parc et essayai de penser clairement, mais les chiffres ne cessaient de tourner dans ma tête. Si je me livrais, je ne pouvais pas exécuter la clause. Si je ne me livrais pas, je devais survivre 2 jours en tant que fugitif et trouver un moyen de l'activer avant d'être attrapé. Mon beau-père avait conçu le piège parfait. N'importe quel chemin que je prenais le bénéficiait. Le lendemain, le journal local publia ma photo en première page, gendre violent en fuite après avoir extorqué une belle-mère malade. La photo était celle de mon arrestation au mariage. Le beau-père donnait une interview complète. Père préoccupé, famille brisée, gendre dangereux. En 4 heures, je perdis 6 contrats de travail. Des années de réputation réduites en cendres par un titre. Cet après-midi-là, mon téléphone sonna, numéro privé. Sa voix distillait la satisfaction. Je te donne une porte de sortie, pauvre type. Livre-toi, signe l'annulation du prêt. Ne revois jamais ma fille, tu sors libre. Et si je ne le fais pas? Alors, pourri en prison. De toute façon, tu n'as même pas pu payer ses médicaments. Ma fille est bien trop femme pour un raté comme toi. Je raccrochai sans répondre. Je restai à regarder le téléphone. Sa voix résonnait encore. Raté. Une partie de moi, une partie dont j'avais honte, pensa qu'il avait peut-être raison. Je ne pouvais pas rester là, immobile. J'avais besoin d'entendre une autre voix. Cette nuit-là, j'appelai ma mère, lui racontai tout et pleurai. Pour la première fois depuis que j'étais sorti de cette cellule. Je pleurais sans pouvoir m'arrêter. Viens ici, mon fils. Je te cacherai. Non, maman. Si je pars, il gagne. Il me reste 2 jours. Silence. Je l'entendis respirer de l'autre côté. Combien as-tu besoin? Rien, maman. Ce n'est plus une question d'argent. J'ai les chèvres, les poules, le terrain de ton grand-père. Tout ça, on peut l'engager. Maman, non. Écoute-moi bien. Ton père était bon et c'est pour ça qu'ils l'ont piétiné toute sa vie. Toi, non, tu es plus fort et cette fois, tu ne te laisseras pas faire. Je lui dis de ne rien vendre. Elle ne m'écouta pas.
Je raccrochai et restai assis dans la voiture en silence avec les mots de ma mère qui tournaient dans ma tête. Plus fort. Mon père était mort sans se battre. Je n'allais pas faire la même chose. Cette nuit-là, je n'avais nulle part où aller. Je garai ma voiture à 2 pâtés de maison de l'hôpital et restai là, mangeant du pain et buvant de l'eau, attendant je ne sais quoi. Vers 23 heures, je vis mon beau-père sortir, mais au lieu de tourner vers sa maison, il prit la direction du nord. Je le suivis sans réfléchir. Il se dirigea directement vers un immeuble d'appartements de luxe. Il se gara, monta et une femme le reçut à la porte. De ma voiture, je n'aperçus que la silhouette. Un baiser sur les lèvres. La porte se referma. Je pris des photos avec mon téléphone, mais j'étais trop loin et il faisait trop sombre. Je ne pus voir qui elle était, je savais seulement qu'il avait une maîtresse, mais je ne savais pas que la réponse était déjà sous mes yeux. Le lendemain, l'infirmière me raconta quelque chose qui me retourna l'estomac. Maria avait rendu visite à ma fiancée cet après-midi-là. Sa meilleure amie, celle qui l'avait embrassée au mariage, s'assit près de son lit et lui dit d'une voix douce, « Ton père veut seulement te protéger. Cet homme va te détruire la vie. » Et ma fiancée, qui passait des jours seule dans ce lit, sans rien savoir de moi, entendant de son propre père que je l'avais abandonné, l'avait presque cru. Après tout, Maria était la seule personne qui continuait à lui rendre visite. Quand l'infirmière me dit cela, je sus que je ne pouvais plus attendre. Cette nuit-là, je rentrai de nouveau. 4 heures du matin. Uniforme de nettoyage, escalier de service. 3e étage. Elle était réveillée, m'attendant. Quand elle me vit, ses yeux se remplirent de larmes. Je pensais que tu m'avais abandonné. Jamais. Ton père t'a menti, mon amour, et il essaie de m'éloigner de toi. Je lui montrai tout sur mon téléphone. La fraude, les virements à la société de conseil fantôme, la photo floue de la femme dans l'appartement. Je lui racontai que je l'avais suivi, qu'il avait une maîtresse, mais que je ne savais pas qui c'était. Elle resta silencieuse un instant. Puis elle me dit quelque chose qui me coupa le souffle. Maria est venue aujourd'hui. Elle m'a dit de te quitter, Maria. Ma respiration se coupa. Les $5 000 mensuels à Maria Fernandez Consultor, l'appartement de $180 000. La femme qui embrassa mon beau-père à la porte. Et puis l'étreinte, cette longue étreinte avant le mariage, ses mains ajustant le revers de ma veste. C'est laquelle m'avait mis la montre. La meilleure amie de ma fiancée couchait avec son père et ensemble, ils m'avaient détruit à l'hôtel. Mais j'avais besoin de le confirmer. Je ne dis encore rien. Je lui demandais seulement une autre chose, qu'elle m'aide de l'intérieur, qu'elle obtienne des informations de son père, qu'elle fasse semblant d'être de son côté. Je lui donnai un téléphone prépayé et partis avant l'arrivée de la sécurité. Le lendemain, elle fit sa part. Elle ravala son dégoût et demanda à son père d'une voix de petite fille effrayée, « Papa, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Avec l'entreprise. Ne t'inquiète pas, mon amour, tout est sous contrôle. Et s'il apparaît, il n'apparaîtra pas. Et s'il apparaît, la police l'attendra. Elle continua de pousser. Avec prudence. Que arrivera-t-il à l'entreprise de maman et la tienne? Il la regarda une seconde et laissa échapper quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Cette entreprise n'est plus notre problème. Il s'en rendit compte tardivement. Il essaya de se corriger. Rien, mon amour. Repose-toi. Mais c'était fait. Elle m'envoya le message cette nuit-là. Il a dit que l'entreprise n'est plus son problème. Je crois qu'il va vendre. J'allai directement à la bibliothèque. J'accédais aux emails avec ce qui me restait d'accès. Je cherchais tout ce que je pouvais. Vente, acquisition, liquidation. Je trouvais un dossier caché. Project Finks. Confidentiel, signé avec Coldwell Capital Partners. Prix de vente, 8 millions de dollars. Date de clôture, vendredi 10 heures du matin. S'il vendait avant que la clause ne s'active, mes 51% ne valaient rien. Je serais propriétaire d'une entreprise qui n'existait plus. Il garderait 8 millions nets et disparaîtrait. Mais cet après-midi-là, une surprise me parvint. Un virement arriva. 4 800 $ de ma mère. Elle avait vendu les chèvres et les poules en 3 jours. Elle avait loué le terrain avec Don Ramiro contre une avance. Tout ce qu'elle possédait au monde tenait dans cette somme.
Je m'assis dans la voiture avec cet argent sur le compte et pleurai de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas d'impuissance, c'était de rage. Je retournai aux emails. Cette nuit-là, je cherchais dans la corbeille. Les gens suppriment des choses, mais elles y restent 30 jours. Et je trouvais quelque chose qui me glaça le sang. Email supprimé il y a une semaine. Expéditeur, fernandez@gmail.com. Objet, demain. Le message était partiellement corrompu, mais je pus en lire suffisamment. Montre arrive à sa poche pendant, et plus bas, finalement, nous allons pouvoir être ensemble sans nous cacher. Je n'en avais pas besoin de plus, mais je n'avais pas le temps de ressentir. Je devais agir. J'envoyais un message à ma fiancée. Ton père va tout vendre. Vendredi à 10h, 8 millions. Et après, j'ai besoin de faire sortir ta mère. Ton père la retient enfermée sans téléphone. Les serrures ont été changées. Elle mit 10 minutes à répondre. Fais sortir ma mère. Sous le pot de rose du patio, il y a une clé d'urgence. Mon grand-père l'a cachée. Elle est la seule à pouvoir nous aider. Cette nuit-là, je retournai à la maison. Le beau-père n'était pas là. Maintenant, je savais où il passait ses nuits. Je trouvai la clé sous le pot où elle l'avait indiqué. J'entrai par la porte arrière. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on allait m'entendre depuis la rue. Ma belle-mère me regarda de son lit, les yeux cernés. Je pensais qu'il allait me laisser ici pour toujours. Je la sortis dans son fauteuil roulant. Je la conduisis à un motel bon marché en périphérie. Je payai 3 nuits en espèces avec l'argent de ma mère. Les chèvres et les poules de ma mère payaient la chambre où nous allions détruire cet homme. Je lui donnai un téléphone et lui expliquai ce que j'avais besoin qu'elle fasse, mais elle avait déjà 3 pas d'avance. Elle appela son avocat privé cette même nuit et le syndic de faillite qu'elle connaissait depuis l'époque de son père. Le lendemain matin, elle fit l'appel qui arrêta tout. Elle appela directement Coldwell Capital Partners. Je suis actionnaire minoritaire de cette entreprise. Mon mari n'a pas l'autorisation légale de vendre sans ma signature. Si vous clôturez cette opération, je vous poursuis pour 50 millions. Coldwell Capital annula la vente. Quand mon beau-père reçut la nouvelle, il explosa. Ma fiancée l'enregistra depuis l'hôpital, criant au téléphone, « Comment ose-t-elle » Il appela sa femme. Pas de réponse. Il appela de nouveau. Rien. Il comprit qu'il avait perdu cette bataille, mais il ne resta pas inactif. Il arriva chez lui, trouva la chambre vide, le fauteuil roulant disparu, et appela la police. Il dénonça un enlèvement. Cet après-midi-là, mon visage réapparut aux informations. Fugitif enlève sa belle-mère. Récompense de 10 000 $ pour toute information. Cela n'avait plus d'importance. Chaque heure qui passait me rapprochait de la clause et il le savait. Il convoqua une réunion d'urgence pour le vendredi à 10h du matin. Immeuble Mercé, 12e étage. Mais ce n'était pas une vraie réunion, c'était un piège. Il appela la police et leur dit exactement ce qu'il voulait qu'ils entendent. Le fugitif va apparaître là. Quand il entrera, arrêtez-le. Ma fiancée écouta toute la conversation. Elle l'enregistra et me l'envoya, c'est un piège. Des policiers seront à toutes les entrées à 9h du matin. Je lui répondis, je sais, mais je dois entrer. C'est ma seule chance. Elle mit 1 minute à répondre. Puis elle m'envoya quelque chose qui me fit fermer les yeux et respirer profondément. L'immeuble a une entrée de service. Monte-charge qui monte directement au 12e étage. Allée arrière, porte grise sans enseigne. Code 4723. Les 90 jours s'étaient écoulés ce matin-là. La clause était déjà mienne. Il ne restait plus qu'à l'exécuter. J'envoyai la notification notariale à mon beau-père. Clause 7B activée. 90 jours de manquement confirmés. Conversion de la dette en 51% d'actions privilégiées. Son avocat l'appela. C'est légal. C'est contraignant. Tu ne peux pas l'arrêter. Il m'appela 5 minutes plus tard. Je vais te détruire. Tu as déjà essayé. Demain, quand tu te présenteras, la police t'attendra. À demain, raccrochez-je. Le dernier appel de cette nuit-là fut de ma mère. Mon fils, ta cousine m'a tout raconté. C'est vrai que demain tu vas affronter cet homme.
Oui, maman. Silence. Je l'entendis respirer de l'autre côté. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Il y a deux types de personnes. Je m'en souviens, maman. Tu t'es déjà relevé, mon fils. Maintenant, finis ça. Vendredi matin. 9h48, j'étais debout dans l'allée arrière de l'immeuble Mercé, le cœur battant dans ma gorge. De là, je pouvais voir le reflet des voitures de police dans les vitres de l'entrée principale. 4 m'attendaient. Cet homme avait vraiment cru que j'allais entrer par la porte de devant. Je m'approchai de la porte grise sans enseigne. Clavier numérique, 4723. Clic, le monte-charge sentait huiler le vieux métal. Quand j'appuyai sur le bouton du 12e étage, je sentis le poids de la clé USB dans ma poche. 3 ans de ma vie. Tout ce que j'avais pour me défendre tenait dans un morceau de plastique. Les portes s'ouvrirent et j'entendis sa voix avant de le voir. Circonstances familiales difficiles, mais l'entreprise reste solide sous ma direction. Je poussai les portes de la salle de réunion. Tous se tournèrent en même temps. 5 investisseurs, un avocat d'affaires et lui, mon beau-père, café à la main et ce sourire de patron prospère que je connaissais si bien. Quand il me vit, son sourire se figea. Je vis le café trembler dans sa main. Pardon d'être en retard. Les embouteillages. Il essaya de se ressaisir rapidement. Cette voix paternelle qui me donnait envie de vomir. Messieurs, mon gendre a quelques problèmes juridiques en suspens. Il se tourna vers moi. Mon fils, parlons dehors. Je ne suis pas ton fils et c'est une réunion d'actionnaires. Je suis un actionnaire. Un des investisseurs fronça les sourcils. Actionnaire? Il n'est actionnaire de rien du tout. Mon beau-père laissa échapper un rire bref. C'est un employé licencié avec 2 mandats d'arrêt. Je sortis le document notarié de ma mallette et le fis glisser sur la table jusqu'à ce qu'il se trouve devant l'avocat. Clause 7b. Contrat d'investissement, 500 000 $, 90 jours de défaut de paiement, conversion automatique en 51% d'actions privilégiées. L'avocat le prit, le lut en silence. Je vis son expression changer ligne après ligne. Les sceaux notariaux sont en ordre. C'est légitime. Qu'est-ce que cela signifie exactement, demanda un investisseur. Cela signifie qu'en cas de défaut, la dette se convertit en part. Cet homme est propriétaire de 51% de l'entreprise. Personne ne parla pendant 3 secondes. Mon beau-père desserra sa cravate. La sueur brillait sur son front. Ce contrat a été signé sous la contrainte. Il se leva d'un coup. Cet homme a enlevé ma femme. J'ai une vidéo de lui entrant chez moi. Les investisseurs me regardèrent avec doute, mais j'étais déjà prêt. Je sortis la clé USB et la connectai au projecteur. Parlons de contrainte. L'écran s'illumina. Premier email, objet, demain, de Maria Fernandez. Je le lus à voix haute pour qu'il n'y ait aucun doute. Tout est prêt. Je m'occupe de faire en sorte que la montre arrive dans sa poche pendant, et plus bas, finalement, nous pourrons être ensemble sans nous cacher. Le murmure fut instantané. Mon beau-père ouvrit la bouche, mais je ne lui en laissai pas le temps. Elle me l'a envoyé la veille de mon mariage. Maria Fernandez, la demoiselle d'honneur, meilleure amie de sa fille depuis l'âge de 6 ans. Je changeai l'image avant qu'il ne puisse réagir. Photo de lui l'embrassant dans un restaurant. Suivant. Les deux entrant dans un appartement de luxe. Date visible dans le coin. Suivant. Acte de propriété. 10 000 $. Propriétaires, Elie et Maria Fernandez. Suivant. Capture de virement bancaire. 5 000 $ par mois pendant 24 mois. 10 000 $ en 2 ans. Fonds corporatif. Pour son amante, un des investisseurs se leva lentement. Tu as utilisé les fonds de l'entreprise pour ça. Mes affaires personnelles ne sont pas le sujet ici. Il frappa la table du poing. Détournement de fonds d'entreprise. Si, c'est le sujet ici, lui répondis-je sans élever la voix. Je passai à l'écran suivant. Facture de fournisseurs en Chine avec des noms qui n'existaient dans aucun registre. Virement à Hong Kong. Compte de transit qui ne menait à rien. 2,3 millions de $ transférés vers des comptes offshore pendant des années. Les fournisseurs n'existent pas. Je l'ai vérifié moi-même quand il m'a demandé de restructurer son entreprise.
La crise que j'ai sauvée avec mes 500 000 $, c'est lui qui l'a causée. Mon argent n'a pas sauvé son entreprise, il a couvert sa fraude. L'avocat se leva, pâle. Mon beau-père était acculé et il le savait. Ce sont des falsifications. C'est un hacker. Il a tout fabriqué. Tout est vérifiable. Numéro de compte, dates exactes, ses signatures numériques. Je le regardais directement dans les yeux. Et le pire reste à venir. Dernier écran, 2 emails, l'un à côté de l'autre. Premier email à l'administration de l'hôpital Mémorial. N'autorisez pas l'extension de couverture spécialisée pour le patient en chambre 347. Maintenez le protocole standard. Ce n'est pas urgent. Je l'ai laissé lire, laissez chaque mot s'imprégner. Deuxième email à Maria Fernandez. Envoyé 20 minutes plus tard. Quelques jours de plus avec le traitement de base et le pauvre type signera n'importe quoi. Le silence était si dense qu'on pouvait entendre la respiration de chaque personne dans cette salle. Un des investisseurs regarda vers la fenêtre comme s'il ne pouvait soutenir le regard de personne. Sa fille avait une prééclampsie sévère, la tension au plafond. Les médecins disent que si elle ne baisse pas, elle pourrait avoir un AVC. Mon beau-père tremblait. Je vis ses mains agripper le bord de la table comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Mais il lui restait encore une carte. Il sortit son téléphone et fit jouer un audio. Une voix faible, traînante à cause des médicaments. Mon mari ne ferait jamais ça. Viens, dit ma propre épouse, celle qui l'avait enlevé. Elle confirme tout. Je le regardais sans bouger et souris. Cet enregistrement date d'il y a 2 jours. Voulez-vous en écouter un d'il y a 10 minutes? Je vis le sang disparaître de son visage. Les portes de la salle s'ouvrirent. Sa femme en fauteuil roulant, poussée par une infirmière, et sur ses genoux, un enregistreur numérique avec la lumière rouge allumée. « Que fais-tu ici ?» Sa voix sortit comme un cri aigu. « J'ai entendu tout ce que tu as dit ici. » Elle appuya sur « Play ». Sa propre voix remplit la salle, « Mes affaires personnelles ne sont pas le sujet ici. Ma femme va tout confirmer parce qu'elle fait toujours ce que je lui dis. » Elle le regarda directement. 30 ans de silence distillé en une seule phrase. 30 ans à le faire. Plus jamais. Elle sortit une enveloppe jaune froissée de son sac. Le testament de mon père. Le vrai. Avant que tu ne l'altères après l'enterrement. Mon père possédait 70% de cette entreprise. Lui, 30. Tu as changé les chiffres à 50/50e quand mon père est mort. Tu as volé mon héritage pendant 20 ans. L'avocat lut le document, leva les yeux. C'est une falsification de testament. Fraude documentaire. Mon beau-père se saisit la tête à 2 mains. Il commença à se balancer sur sa chaise comme si le monde s'écroulait autour de lui, et alors l'ordinateur portable sur la table de réunion s'alluma. Connexion vidéo entrante. Ma fiancée apparut à l'écran, pâle comme un linge, câble connecté, mais avec les yeux plus durs que je ne lui avais jamais vus de ma vie. Papa, il leva la tête. Quelque chose dans son expression se brisa en la voyant ainsi. Ma fille, mon amour, j'ai lu tes messages avec Maria. Chacun. J'ai vu l'email à l'hôpital. Qu'elle souffre encore quelques jours. J'ai écouté cette réunion complète. Tout était pour te protéger de cet opportuniste. Me protéger? Sa voix se brisa, mais elle ne céda pas. Me laisser mourir pour ton orgueil, c'était me protéger. Le moniteur cardiaque commença à sonner plus vite. Une infirmière entra en courant dans le cadre. Elle me regarda à travers la caméra. Puis elle regarda son père et ce qu'elle dit, elle le dit avec un calme qui coupait plus que n'importe quel cri. Tu es mort pour moi. Et elle raccrocha. La salle resta silencieuse. Mon beau-père s'effondra sur la table. Il sanglota comme un enfant. Tout ce qu'il avait construit en 30 ans s'effondrait devant 5 investisseurs qui ne le regardaient plus. Je me levai. En tant qu'actionnaire majoritaire, je convoque un vote immédiat. Destitution du directeur pour fraude, détournement de fonds et conduite criminelle. Qui vote pour? 5 mains se levèrent. Une par une. L'avocat leva aussi la main. Approuvé. Tu n'es plus directeur de rien du tout. Pendant une seconde, je pensais que c'était fini, qu'il ne lui restait plus rien, mais il leva la tête,
le visage détruit, et sourit. Peu importe, j'ai déjà vendu l'entreprise. Coldwell Capital, 8 millions de dollars. J'ai renégocié en privé après que ta petite mère a annulé la première fois. Virement programmé pour aujourd'hui après cette réunion. Il essuya ses larmes. Ce sourire de revint sur son visage, le même qu'il affichait quand il croyait avoir le contrôle. Tes 51% ne valent rien. Pendant que tu jouais au détective, moi, j'ai conclu l'affaire. 8 millions net. Compte en Suisse. Il me montra du doigt. Tu te retrouves avec des actions d'une entreprise vendue. Les investisseurs commencèrent à se lever. Cela n'a plus de sens. Mon beau-père me fit un clin d'œil. Le sang pauvre remonte toujours à la surface, n'est-ce pas? Et alors son téléphone sonna. Il le sortit de sa poche sans me quitter des yeux, comme s'il voulait que je voie son visage victorieux pendant qu'il répondait. Oui. Je vis son expression changer et il devint pâle. Comment ça, virement refusé? Non, le compte était ouvert. J'ai vérifié ce matin. La voix de l'autre côté s'entendit dans le silence de la salle. Compte gelé il y a 40 minutes. Nous n'avons pas pu déposer. Nous annulons la vente. Le syndic a déjà accepté une autre offre. Paiement immédiat. Désolé. On lui raccrocha au nez. Il resta à regarder le téléphone. 2 secondes. Puis il se tourna lentement vers sa femme. Toi. Elle sortit un épais dossier et le laissa tomber sur la table. J'ai gelé ton compte suisse à 8h47 ce matin. En tant que cotitulaire, j'ai ce droit. Cotitulaire? Ce compte était à moi. Compte matrimonial ouvert quand nous nous sommes mariés. Tu ne te souviens pas? Elle se pencha en avant. Bien sûr que non, parce que tu ne m'as jamais rien consulté. Tu as supposé qu'il était à toi. Comment as-tu supposé que j'étais à toi? Elle ouvrit le dossier. Et pendant que tu négociais avec Coldwell, moi, je négociais avec le syndic de faillite. J'ai acheté l'entreprise hier à 23h. 6 millions de dollars. En espèces de mon compte personnel, l'héritage de mon père dont tu n'as jamais su l'existence. Non, ce n'est pas possible. Tu as vérifié le compte suisse à 8h du matin. Tout semblait normal. J'ai attendu que tu te fies. J'ai gelé à 8h47. Elle le regarda sans ciller. J'ai appris à penser comme toi après 30 ans. Elle se tourna vers moi. L'entreprise existe toujours. J'ai 49%. Il a 51%. Elle regarda son mari. C'est ton nouveau chef. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans produire de son. Il tomba à genoux. Ce n'est pas possible. J'ai gagné. J'avais tout sous contrôle. Tu croyais. Tu as toujours cru que tu étais le plus intelligent de la pièce. Les portes s'ouvrirent et 4 policiers entrèrent. Monsieur, vous devez nous accompagner. Vous êtes dénoncé pour fraude d'entreprise, détournement de fonds et falsification de documents. C'est lui le criminel, me désigna-t-il d'un doigt tremblant. Il est entré chez moi 2 fois. Le capitaine se tourna vers moi. Monsieur, vous avez aussi des accusations en suspens. Effraction. J'étendis mes poignets. Les menottes me parurent froides, mais cela m'importait peu car je vis le visage de mon beau-père quand il comprit enfin. Nous allions tous les deux en prison, mais un seul avait tout perdu. Dans l'ascenseur, entouré de policiers, je ne le regardais pas. Ce n'était pas nécessaire. Il ne pouvait pas se taire même me noter. Ce n'est pas fini ici, pauvre type, me dit-il d'une voix tremblante. J'ai des contacts, j'ai des avocats. Quand je sortirai, je te détruirai. Je le laissai finir. Quand il fut à bout de souffle, je m'approchai suffisamment pour que seul lui entende. Tu ne sortiras pas d'ici avant 10 ans minimum. Quand tu sortiras, tu auras 72 ans. Vieux, ruiné, seul. Ta fille ne te pardonnera pas. Ta femme signera le divorce avant que tu n'arrives en prison et ton entreprise portera mon nom sur la porte. Il ne répondit pas pour la première fois depuis que je le connaissais. Il n'avait rien à dire. Je le regardais du coin de l'œil et lui lançai le coup de grâce. Parce que le pauvre type, ça a toujours été toi. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall. Il y avait des journalistes qui prenaient des photos.
Je vis mon beau-père se couvrir le visage. Le grand homme d'affaires menotté et en pleurs. Je marchais la tête haute. J'étais venu préparé à tout perdre et j'avais gagné. 9 mois se sont écoulés depuis cette réunion. Mon affaire a été classée rapidement. Ma belle-mère déclara qu'elle m'avait invité à entrer, qu'elle savait que j'irais et que ce ne fut jamais un enlèvement. Les charges furent abandonnées en 2 semaines. Je sortis libre. Pas lui. Fraude, détournement de fonds, falsification de testament. 10 ans minimum en prison d'État. Maria fut citée comme complice dans l'affaire de la montre et de la fraude. Depuis la prison, il lui signa une procuration notariée pour qu'elle vende l'appartement et paie ses avocats. Elle le vendit et disparut avec chaque centime. Pas un sou pour les avocats, pas une visite, pas une lettre. La femme pour qui il avait détruit sa famille l'abandonna dès qu'il cessa d'être le vieux débauché. Je récupérai mon argent et plus encore. Être PDG de 51% d'une entreprise qui, si elle fonctionne, est rentable. Mais la première chose que je fis ne fut pas de célébrer. Je roulai directement vers mon village natal. Ma mère me regarda quand je lui mis les enveloppes dans les mains. Les chèvres, les poules, je les lui rendis. Même Don Ramiro rendit le terrain quand je lui payai le double de l'avance. Et plus encore. Je lui construisis la maison de ses rêves, comme elle me l'avait toujours raconté, avec de l'eau chaude, de l'énergie solaire, une ferme pour qu'elle élève ses animaux et tout le confort. Elle m'embrassa, les larmes aux yeux. Ton père serait fier, me dit-elle. Et je sus que quoi qu'il arrive après, cela en avait valu la peine. Nous nous mariâmes 3 mois plus tard à la campagne, dans la maison de ma mère, seulement 20 personnes, les mêmes qui étaient là quand je n'avais rien. Ma cousine fut la demoiselle d'honneur, elle est aujourd'hui directrice des opérations de l'entreprise. Il y a des gens qui gagnent leur place quand tout s'effondre, pas quand tout va bien. Elle portait une robe ivoire. Moi, le même costume que le jour de l'arrestation. Pourquoi ce costume, me demanda ma mère. Parce que ce jour-là, j'ai perdu une fausse famille. Aujourd'hui, j'en gagne une vraie. Il n'y eut pas de téléphone portable qui filmait. Pas de montre placée, seulement la paix. Notre fille Elena rampe déjà partout dans la maison. Elle rit quand je fais des bruits ridicules. La maison est modeste, mais c'est la nôtre. Il y a quelques semaines, une lettre arriva de prison. 3 pages. Excuse, repentir. Une ligne disant qu'il voulait rencontrer sa petite fille. Ma femme la lut en silence. Elle la rangea dans un tiroir. Un jour, je la lui donnerai, me dit-elle. Quand elle sera grande et pourra comprendre qui était son grand-père et pourquoi il n'était pas là. Détruire un homme. Et oui, je sentis de la satisfaction quand il tomba. Une partie de ce que j'étais avant ce mariage fut perdue pour toujours. Je ne fais plus confiance facilement, je ne cède plus sans me battre. Mais quand je regarde ma fille rire et ma femme sourire dans cette maison que nous avons construite de zéro, je sais une chose avec certitude. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'estime de soi. Suis-je allé trop loin ou me suis-je simplement relevé pour la première fois? À vous de décider.